Le phénomène humain pourrait se résumer par trois grandes sciences, trois grands piliers scientifiques, trois grands champs d'études et d'investigation scientifique, je devrais dire, le corps, l'esprit et le groupe. Et je pense que au travers d'adages comme un corps sain dans un esprit sain, on comprend plus ou moins tous bien la dualité corps-esprit. Certaines personnes pensent que l'esprit, c'est uniquement biologique, uniquement le cerveau. Tu as t'as des arguments comme Descartes, par exemple, qui, au contraire, pensait que c'était surtout avant tout l'esprit. C'est complexe, je ne veux pas rentrer dans ces détails et ces débats-là historiques qui ont été amplement étudiés. Quoique c'est intéressant, on pourrait le faire. Mais mon point ici, c'est surtout de souligner qu'il existe effectivement un troisième élément et qui est central, c'est le social, c'est le groupe, c'est la civilisation, c'est tout ce qui est connecté ensemble. Euh, je le verrais un peu comme de dire que, dans le fond, les particules subatomiques, c'est comme le corps. Et l'atome, comme un tout, devient un peu comme l'esprit, comme un peu le phénomène émergent et ce qui, du tout, émerge. Et donc, l'esprit est un peu notre totalité de nous-mêmes, mais peut-être plus encore et peut-être même transcendant. En Asie, ils appellent ça la double origine. Il y a plein de débats, encore une fois, là-dessus. Et au niveau de la connexion entre les différents atomes, on rentre dans le monde de la chimie. Donc, la chimie s'intéresse beaucoup aux interactions entre les atomes et on pourrait dire que c'est un peu la même chose que fait l'ethnologie, la sociologie, l'histoire aussi par la bande, parce que dans le fond, c'est un peu ça aussi leur champ d'investigation, quoique les autres s'intéressent surtout à la séquence linéaire des choses, mais ils sont complètement dans le phénomène humain. On parle évidemment ici des sciences humaines. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas d'autres champs scientifiques au niveau des sciences plus pures, dures, peu importe comment on veut les appeler, comme justement la physique et la chimie, la biologie. Mais à partir du phénomène humain, dans le fond, on s'intéresse à la place du corps, de l'esprit et du groupe. En ignorer un, c'est une autre problématique. Étant donné qu'on est tous des individus, on n'a pas tendance à ignorer les deux premiers, le corps et l'esprit, mais on a souvent malheureusement tendance à ignorer le groupe. Or, on est un animal social. No man is an island unto himself, comme disait, je me souviens plus qui, c'est-tu, oh, j'ai un blanc de mémoire, mais personne n'est une île isolée en soi, ça n'existe pas. Ne serait-ce que, par exemple, notre dépendance à la planète elle-même qui, au travers de son atmosphère, nous protège des rayons cosmiques qui seraient néfastes pour nous, qui nous donnent l'oxygène, qui nous donnent la vie. Bref, c'est vraiment une espèce d'illusion narcissique là, de penser qu'on est seul au monde. Le solipsisme, ces affaires-là, c'est intéressant d'un point de vue de l'argument philosophique. Et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas capable de complètement 100% prouver qu'on n'est pas un cerveau dans un bocal ou comme la matrice ou des choses comme ça, toute cette espèce d'argument solipsiste qu'on appelle, mais tous les arguments solipsistes. Mais si on en reste un peu dans le gros bon sens, là, on va dire, pour la simplification d'une vidéo comme celui-ci, le corps et l'esprit sont nécessairement dans un milieu social. Premièrement, notre langage, personne n'a inventé la langue qui parle. C'est tout quelque chose qui a été transmis au-delà de plusieurs générations. Et ça module énormément comment on pense. Donc, ça module notre esprit. De la même façon, personne n'est né de soi-même. On a tous eu soit des parents ou des fois, il y a des... On pourrait considérer certains de nos compatriotes comme qui ont été faits en laboratoire. C'est toujours théoriquement possible, mais n'empêche qu'il a fallu quand même avoir un spermatozoïde, un ovule, etc. Et donc, il n'y a pas d'espèce de néant duquel un individu émerge. C'est une évidence, right? Mais c'est parce que si on ne le considère pas sérieusement et qu'on s'intéresse seulement, mettons, à la psyché comme un peu juste un être méditatif qui est seul dans son relation esprit-matière puis qui cherche à faire évoluer sa conscience et qu'on ne regarde pas tout ce qui est le politique, tout ce qui est le social, tout ce qui est la dynamique de pouvoir et les calculs intelligents de stratèges, etc., qui viennent, on met de côté quelque chose qui, dans le fond, est absolument fondamental et qui doit absolument entrer dans l'équation. Et plusieurs des enseignements spirituels pointent vers ça. Quand on parle de l'ère du Verseau, par exemple, on parle d'évolution astrologique, j'ai encore oublié le mot, précession des équinoxes du cycle de 25 000 ans dans lequel il y a un déplacement du plan terrestre qui fait en sorte que, dans le fond, on peut dire qu'on passe d'une ère et que ça prend à peu près 2000 ans
Mais peu importe qu'on croit à l'astrologie ou pas, l'idée, c'est juste de dire qu'il y a comme des époques dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'on peut regarder les dernières 2000 années depuis, mettons, à peu près la naissance de Jésus, comme d'un certain ère. On peut regarder l'autre avant où on regardait peut-être plus la civilisation grecque. On peut s'intéresser aux Égyptiens il y a longtemps, etc. Et on peut voir certaines gradations, certaines évolutions, certains changements qui sont peut-être pas totaux, mais qui sont définitivement là. Totaux dans le sens où, tu sais, c'est peut-être, je sais pas, moi, mettons, tu prends la révolution des Lumières de l'Europe, elle a eu des répercussions dans pas mal tous les pays maintenant, mais pas nécessairement dans tous les peuples, dans tous les pays, pas nécessairement dans chaque individu, mais elle est définitivement là planétairement, c'est un fait. Que ça soit 100% arrivé, c'est pas vraiment le point. Le point, c'est juste de dire qu'il y a comme un peu des étapes, des formes d'illumination progressive, successive, et que dans plusieurs de ces prophéties-là, on voit l'importance du groupe. Donc, autrement dit, il y avait... C'est comme si, avant le rapport, mettons, à la transcendance, à Dieu, toi, dans ton corps, par rapport à l'esprit, puis ce qui est transcendant, ce qu'en métaphysique, on peut appeler Dieu, mais que, bon, le soi, il y a plein de mots qui... L'être, il y a plein de mots qui peuvent le définir. La transcendance pure, c'est comme si de plus en plus on voyait une tendance à ne pas voir ça uniquement comme le surhomme, comme l'élu, comme la personne qui peut y arriver et qui va guider les masses, mais on le voit de plus en plus comme un phénomène de c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. Et donc, par exemple, si la planète est pour survivre, ça va se faire ensemble. Si on peut prendre des formes d'initiation, dans le sens où on atteint des niveaux de conscience spirituelle qui s'élèvent, c'est de moins en moins abordé d'un point de vue de l'individu, mais de plus en plus de comment la civilisation, la planète peut le faire. Et donc, bref, juste gardez ça en tête. Quand vous regardez à peu près n'importe quelle question, n'importe quelle problématique, vous pouvez le voir du point de vue de votre corps concrètement, vous pouvez le voir du point de vue de votre esprit, mais tentez d'y ajouter le plus souvent possible le groupe, la communauté dans laquelle vous êtes. Et le simple fait de prendre cette habitude-là, je vais encore faire une écho au japonais, va nous amener dans une société où on va plus être capable de vivre ensemble. Parce que si c'est juste « moi, je veux ça, moi, j'ai besoin de ça en ce moment », sans jamais considérer les autres dans l'équation, c'est sûr qu'on ne peut pas créer une société où il y a une forme d'entraide. L'adage de Jésus « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous », parle beaucoup de ça dans le fond. Parce que si tout le monde prend, ou Emmanuel Kant l'avait formulé en disant que fasse en sorte que la maxime de mes actions puisse être érigée en loi universelle de la nature. Faire en sorte que la maxime de mes actions, la pensée derrière ce qui justifie que j'ai le droit ou pas de faire une action, puisse être régie, puisse être mis comme une loi universelle de la nature, comme si tout le monde suivait cette loi-là, puis la société marcherait juste mieux. Et donc, c'est comme des adages, des façons de penser un peu la morale qui est moins axée sur juste sa gratification personnelle, mais qui est un peu plus dans ce qu'on pourrait appeler l'éthique, dans la considération des autres. Et donc, ce n'est pas une forme de moralisme, de culpabilité judéo-chrétienne ou de trucs comme ça. C'est plus de dire, je vais reprendre l'exemple du métro japonais, c'est plus de dire, quand je rentre dans le métro, peut-être que moi, en ce moment, j'ai besoin de mettre mes écouteurs puis chanter à tue-tête. Mais si je regarde le wagon puis je vois que la plupart du monde en profite pour se reposer de leur journée de travail ou en profite pour se reposer avant leur journée de travail, peut-être que je vais me dire, je suis peut-être mieux de faire comme eux, de respecter leur repos et moi aussi d'en profiter pour recharger mon énergie à ce moment-là. Et je pourrais à un autre moment faire ce chanter à tue-tête-là, très égoïste, très égocentrique, sans avoir à nécessairement affecter tout le monde. Tu sais, anyway, prendre l'habitude de penser au groupe. Puis les groupes, c'est au pluriel. Hein? Il y a plein de niveaux. Là. Il y a ta famille, comme disait Confucius. Mais il y a la société aussi. Il y a ton peuple, ta langue, ton ethnie, l'espèce d'appartenance plus culturelle que tu as. Et les civilisations qui sont beaucoup plus larges et ultimement, finalement, le planétaire. Et on pourrait sûrement, d'un point de vue cosmique, parler de nos frères de l'espace, qui, ultimement, peut-être sont beaucoup plus affectés par les choix qu'on fait sur notre planète qu'on puisse le penser.